À partir de 13 ans, je commençais à me nourrir de paquets de chips qui traînaient, ou des pâtisseries, des biscuits. Je me mettais devant la télé et petit à petit, j'ai commencé à manger plus. Il y avait aussi beaucoup de publicités qui me montraient des trucs qui avaient l'air super bons, donc j'avais besoin de tout essayer. L'époque où j'étais à l'école, j'étais pas mal critiquée par rapport à mon poids. J'étais en colère contre moi-même, me dire mais pourquoi moi je prends autant de poids? Pourquoi je suis si moche? Pourquoi les gens me considèrent comme un monstre? Pourquoi je me fais insulter dans la rue par des gens que je connais même pas, simplement à cause de mon physique? Je m'en voulais énormément de prendre autant de poids et pas réussi à le perdre. Ça avait l'air pourtant tellement facile quand on regarde des films où des gens arrivent à perdre beaucoup de poids. Mais dans la réalité, c'est pas comme dans un film. Carole a 34 ans aujourd'hui. Elle vit dans la région lausannoise. Dès son adolescence, elle se nourrit surtout de sandwichs, de snacks, de produits vite achetés, vite dévorés et de boissons sucrées. En 2 mots, de la junk food. Plus je mangeais, plus je me sentais mal, plus j'avais des problèmes avec le regard des autres. Et plus je remangeais pour me sentir bien. Chaque fois, c'était une boucle infernale où j'arrivais pas à sortir. Puis les doses commençaient à augmenter de plus en plus. Des choses plus sucrées ou plus salées ou qui ont plus de goût. Je perdais le contrôle petit à petit. Le sel, le sucre, le gras. Les 3 ingrédients qui rendent les produits alimentaires irrésistibles. Des ingrédients calibrés au gramme près dans les laboratoires de l'industrie alimentaire du monde entier. L'un des meilleurs connaisseurs de cette industrie nous dévoile les stratégies du Big Food, les géants de l'alimentaire. Ces 3 ingrédients sont très puissants. Il y a le sel, qui provoque ce qu'ils appellent une explosion de saveur. Il est par exemple à la surface de chips ou de snacks. C'est la première chose qui vient toucher la langue. Il y a aussi le gras, parce qu'il apporte cette sensation en bouche. Vous savez, quand vous mordez dans un sandwich au fromage tout juste grillé. Et puis probablement l'ingrédient le plus puissant des 3, c'est le sucre, que la plupart d'entre nous aimons déjà, juste par instinct. Et donc l'industrie a conçu ce qu'elle appelle le point de félicité, déclenché par la quantité parfaite de sucre dans ses produits, ni trop peu, pour optimiser ses produits. Pour son livre, le journaliste d'investigation a enquêté pendant 10 ans dans les entrailles du Big Food sur la fabrication des produits transformés. Au début, j'ai résisté à l'idée de qualifier leurs produits d'addictifs, parce qu'il me semblait insensé de comparer des biscuits Oreo à de l'héroïne. Cela semblait ridicule. Mais plusieurs éléments m'ont fait changer d'avis. Et je suis maintenant convaincu qu'à certains égards, ces produits alimentaires sont encore plus problématiques pour nous que le tabac, l'alcool, voire certains types de drogues. Car oui, aujourd'hui, les preuves s'accumulent contre ces produits ultra transformés par l'industrie, des produits directement liés à l'explosion de l'obésité et du surpoids dans le monde. Carole est suivie par l'unité spécialisée en obésité du CHUV à Lausanne. Il y a 2 ans, elle a failli mourir de son obésité, pouvant à peine se déplacer et même respirer. Elle vient de subir une chirurgie bariatrique qui a drastiquement réduit la taille de son estomac. Voilà, je vous en prie, je vous laisse passer. Ce jour-là, elle est accueillie par une endocrinologue et une psychiatre. Installez-vous. Carole a déjà perdu 35 kilos, mais il faut tout réapprendre, à manger, à retrouver les sensations de faim et de satiété. À retrouver une estime d'elle-même, elle est tout au début d'un long combat. Comment ça se passe pour vous?
J'ai l'impression que j'ai pas changé, que j'ai pas perdu de poids. Quand je me regarde dans un miroir, je vois pas de différence avec avant. Je vois seulement au niveau des habits. Sauf là, le t-shirt que j'ai mis aujourd'hui, il était trop petit. Puis je peux de nouveau le mettre et je vois, il y a aussi des pantalons trop petits que je peux de nouveau le mettre. Et d'autres par contre que je peux plus mettre parce qu'ils sont trop grands. Si vous voulez bien, ok. La consultation multidisciplinaire du CHUV traite quelques 1500 patients obèses, dont 220 souffrent comme Carole d'une obésité extrême. On a vraiment une explosion de ces patients qui souffrent d'obésité extrême. Notre environnement, au cours de ces dernières décennies, a été profondément modifié avec un environnement qu'on dit obésogène. Dans cet environnement toxique, j'ai envie de dire un environnement toxique sur le plan calorique, où on est incité par des messages publicitaires ou par des offres promotionnelles à manger toujours plus, et souvent en moins bonne qualité. Eh bien, je pense qu'au fond, notre liberté à nous d'individus, elle est ici entravée. En Suisse, on compte 42% de personnes en surpoids, dont 10% d'obèses. Il y a une conjonction entre l'arrivée de cette nourriture ultra transformée, de cette junk food, et la baisse de l'activité physique, l'augmentation du temps d'écran. C'est l'ensemble de cet environnement qui favorise l'explosion de l'obésité qu'on observe actuellement. Ce qu'on voit de plus en plus, en tout cas dans la littérature scientifique, c'est un lien très clair entre obésité et nourriture industrielle ultra transformée. Absolument. C'est vrai que les aliments ultra transformés sont des aliments qui apportent souvent des calories en quantité extrêmement importante et qui ne génèrent pas nécessairement un sentiment de satiété. Et ces aliments-là sont évidemment particulièrement pointés dans l'explosion de la prévalence de l'obésité. Qu'une spécialiste de l'obésité pointe du doigt des aliments malsains, c'est une chose. Que le numéro 1 mondial de l'alimentaire le fasse, c'est tout autre chose. C'est un tremblement de terre chez Nestlé, géant mondial de l'agroalimentaire. Un document interne à l'entreprise a fuité dans la presse. Document dans lequel le groupe admet qu'une majorité de ses propres produits sont mauvais pour la santé. Le document révélé par le Financial Times chiffre à plus de 60% les produits alimentaires Nestlé qui sont malsains, mis à part le café, les aliments pour bébés et les alicaments. Un document destiné aux cadres dirigeants comme base de réflexion sur la stratégie de la multinationale. Comment affronte-t-on une telle révélation à l'écho mondial ? Nestlé nous a ouvert ses portes pour répondre à nos questions. Fin mai, il y a un document interne qui fuite, qui était publié par un journal anglais, le Financial Times, où une évaluation interne nous dit qu'en tout cas, plus de 60% des produits ne sont pas considérés comme étant sains. Est-ce que ça a été un choc à l'intérieur en se disant « mais mon Dieu, il y a plus de produits, bien plus que ce qu'on pensait, qui sont sous ce seuil d'aliments sains ». Ça a été une prise de conscience. Et puis, dès que cette prise de conscience a eu lieu, on s'est dit on doit faire quelque chose. Et donc, moi-même, je fais partie d'une équipe qui travaille actuellement sur un projet qui va être annoncé en 2022 pour voir quelle direction prendra notre gamme de produits chez Nestlé ici en Suisse et ailleurs dans le monde. Lesquels est-ce qu'on devrait garder? Lesquels est-ce qu'on devrait peut-être se départir? Et lesquels on peut reformuler. Et ça, c'est un choix, une politique que vous suivez, peut-être je répète ma question, mais parce qu'il y a une vraie prise de conscience que certains de vos aliments sont malsains ou parce qu'il s'agit de continuer à vendre et à rester le numéro 1 mondial? Je pense que c'est d'être là pour le consommateur, là où il est présentement. Et on a vu, particulièrement avec COVID, que les gens, la santé, l'immunité, c'est de plus en plus important pour eux. Les sucres, c'est quelque chose les gens sont de plus en plus conscients qu'il faut réduire sa consommation de sucre. Et nous, on est là pour accompagner le consommateur dans ce voyage pour mieux manger et rester en santé. Nestlé a déjà revendu certaines gammes de produits comme les charcuteries. Mais la multinationale suisse, comme les autres géants mondiaux de l'alimentaire, aurait pu changer de cap bien plus tôt. Nous sommes à Minneapolis, aux États-Unis, il y a plus de 20 ans, le 8 avril 1999.
Une réunion secrète rassemble les dirigeants des 8 plus grands fabricants américains, dont Nestlé USA. Le thème de la rencontre, leur rôle dans l'une des plus graves crises de santé publique, l'épidémie d'obésité, qui ravage déjà les États-Unis. Ils sont de plus en plus inquiets quant à leur responsabilité, la responsabilité de leurs produits dans le surpoids de la population, les cas de diabète et même plusieurs types de cancers. Ils se réunissent et l'un d'entre eux, Michael Mudd, l'un des vice-présidents exécutifs de Kraft Food, l'une des plus grandes entreprises de toutes, se lève et explique la situation. Nous ne pouvons pas prétendre que l'alimentation ne fait pas partie du problème de l'obésité. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de ne rien faire. Comme vous pouvez l'imaginer, son discours n'est pas bien reçu par les dirigeants de ces entreprises alimentaires. L'un d'entre eux se lève à son tour et il est visiblement en colère. Il n'est pas question, dit-il, de toucher aux joyaux de la couronne, en faisant référence à leurs puissants ingrédients, comme le sel, le sucre, le gras, si cela diminue l'attractivité de nos produits, et donc nos ventes. Et cela définit encore la position de l'industrie aujourd'hui, qui est de dire « nous sommes des entreprises, nous ne sommes pas des philanthropes ». Notre but est de faire de l'argent en donnant aux gens ce qu'ils veulent. Pas question donc pour ces grands fabricants de changer quoi que ce soit, nous allons le voir. La réunion s'achève abruptement, mais elle révèle un fait capital. À partir de ce moment, nous savons qu'ils savent qu'il y a de graves conséquences sur la santé des consommateurs, qui deviennent dépendants de leurs produits. Ils ne pourront plus le nier. Et rien n'arrête l'épidémie d'obésité, comme le montre cette carte d'un site spécialisé. Non seulement il y a prise de poids dans la population mondiale, mais il y a de plus en plus d'obésité sévère en rouge foncé sur la carte. L'un des pays les plus touchés, c'est le Mexique. Un pays emblématique avec plus de 3/4 des adultes en surpoids ou obèses. Et avec l'un des taux d'obésité infantile les plus élevés au monde. Dans les épiceries, pas moyen d'échapper à la junk food qui occupe presque tous les rayons. Toutes les couches de la population sont touchées par le fléau de l'obésité, comme Rogelio, qui se nourrit principalement de snacks, de chips, de boissons sucrées. Depuis que je suis petit, je mange ce type de nourriture. Ma mère ne m'a jamais dit de ne pas manger ça et de manger plutôt des fruits. Elle m'a toujours dit, si tu aimes ça, alors mange-le. Chauffeur de taxi, il passe parfois 12 heures de suite dans sa voiture. C'est super bon. Et comme ça, je peux continuer à travailler. Je mange et je peux enchaîner les courses sans devoir m'arrêter pour me nourrir. À la maison, c'est la plupart du temps le même régime. Des aliments gras, vite préparés, bon marché, accompagnés de soda. Il a 2 enfants, une fille adolescente et un petit garçon. Je vais vous montrer des photos où j'étais un peu obèse. Là, je suis avec mon fils. Ici, je pesais environ 120 kilos. Et sur cette photo, je pesais 126 kilos.
Est-ce que vous souffriez avec tout ce poids? Oui, la vérité est que je souffrais vraiment. Dans ces moments-là, tu n'as même plus envie de sortir, d'aller te promener, parce que tu es essoufflé. Tu t'essouffles vraiment beaucoup. Pour être honnête, la seule chose que je faisais, c'est d'être couché et de manger, manger et manger. Et depuis, j'ai essayé de perdre un peu de poids pour vivre plus longtemps. Ce soir, c'est la fête d'anniversaire de la grand-mère. Autour de la table, plusieurs générations, mais une même préoccupation. Je m'inquiète beaucoup pour l'alimentation des enfants aujourd'hui. La vérité, c'est qu'ils ne mangent plus de légumes. Je vous le dis parce que je fais souvent la cuisine pour la famille. Je fais des légumes, mais les enfants n'en veulent pas. Ils me brisent le cœur. En tant que mère, je me dis, mon fils est petit, il ne va rien lui arriver. Qu'il mange cette nourriture, ce n'est pas grave. Mais non, il y a un problème, parce qu'il y a beaucoup d'enfants obèses. Il y a beaucoup d'obésité infantile. Je travaille dans un marché et cela me fait beaucoup de peine de voir qu'il y a de jeunes mères qui, au lieu de donner un fruit à manger à leurs enfants, leur achètent des beignets au sucre et une boisson au chocolat Nesquik pour leur petit déjeuner. C'est leur petit déjeuner et cela me fait beaucoup de peine. La lutte contre l'obésité est bien sûr une priorité du gouvernement actuel. L'un de ses membres les plus actifs dans ce combat, c'est Hugo López-Gatell, médecin, proche du président et ministre adjoint de la Santé. Environ un tiers des personnes qui meurent chaque année au Mexique, depuis 15 ans au moins, un tiers des décès est causé par la mauvaise alimentation. Notamment l'excès de sucre, de calories, de graisse et de sel. Cela n'a pas toujours été comme ça, contrairement à ce que l'on pourrait croire. En 1980, le Mexique comptait à peine 7% d'obèses. Aujourd'hui, ils sont 5 fois plus. Entre ces deux dates, un changement radical, l'ouverture presque sans limite au commerce international. Au Mexique, dans les années 80, il y a eu un processus très caractéristique de transformation du régime économique et social vers le néolibéralisme et vers la déréglementation économique. Et en parallèle, la protection que l'État assurait contre les risques sanitaires a elle aussi été démantelée. Les conséquences de tout cela ont commencé à se voir clairement quelques années après le début de ce processus. Nous avons commencé à constater une augmentation du poids des personnes et avec un temps de latence de plus ou moins 10 à 15 ans, nous avons vu apparaître des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, le surpoids, l'obésité, les cancers, etc. La bascule, c'est la signature des accords de libre-échange en 1994 avec les États-Unis et le Canada. Les produits américains inondent le marché mexicain, des produits transformés et bon marché qui remplacent l'alimentation traditionnelle. Les boissons sucrées, Coca-Cola en tête, sont le symbole de ce désastre. Leur consommation a explosé, 163 litres par an et par habitant. On sait qu'il s'agit de produits qui ne sont pas sains. C'est pourquoi, au cours de l'année passée, je les ai qualifiés de poison en bouteille. Et je continue à les appeler du poison en bouteille. Face au fléau, il fallait agir. Le Mexique a réussi à faire passer 3 mesures essentielles. Une taxe sur le sucre en 2014, plus récemment la restriction de la pub pour enfants, et un étiquetage d'avertissement sur le devant des produits, comme sur les paquets de cigarettes. Ce sont des organisations de consommateurs, des médecins, des associations de la société civile, comme celle de Doré Castillo, qui ont fait pression pour ces mesures. Aujourd'hui, les fabricants sont obligés de déclarer si leurs produits contiennent un excès de sucre, un excès de calories, de graisse saturée, de graisse trans ou de sel. Il s'agit d'une mesure fondamentale pour lutter contre le surpoids et l'obésité et prévenir les maladies non transmissibles. Il faut aussi savoir que pour éviter ces étiquettes, beaucoup de marques ont modifié la recette de leurs produits pour, par exemple, réduire la quantité de sucre.
À cela s'ajoutent les restrictions de marketing sur les produits pour enfants, à l'exemple de ces céréales sans mascotte. Les fabricants ont dû retirer les tigres sur ces boîtes. Sur d'autres, c'était un éléphant ou un toucan. En fait, il s'agit de toutes ces images qui s'impriment dans la mémoire de nombreux enfants et qui sont une stratégie marketing pour encourager la consommation et assurer la fidélité à la marque. C'est une grande réussite que de voir ces étiquettes et ces emballages dans la vie quotidienne pour aider les gens à prendre des décisions. Mais c'était une bataille très difficile, comme toutes les batailles qui ont été livrées dans ce pays pour protéger la santé des Mexicains et des Mexicaines. Les fabricants alimentaires ont lancé une action en justice pour s'opposer à ces avertissements, mais sans succès. Étrangement, ils estiment qu'avec ces étiquettes, les consommateurs perdent la capacité de comparer les produits et de sélectionner les portions pour maintenir un régime sain. Je trouve scandaleux que les entreprises de l'industrie alimentaire, qu'elles soient multinationales, internationales ou mexicaines, aient un tel niveau d'indifférence face à cette souffrance humaine. Il y a là un phénomène, je dirais, de mépris du public. Les dirigeants de ces entreprises, je les ai entendus à maintes reprises lorsqu'ils tentent d'approcher le gouvernement pour rechercher un dialogue, alors qu'en réalité, ils ont d'autres intentions, des tactiques dilatoires, des dynamiques de désinformation, cherchant à gagner du temps pour continuer à faire fortune, malgré le fait qu'ils savent, parce que bien sûr, ils le savent, qu'ils tuent des gens, surtout des mineurs. Nous avons contacté les plus grands fabricants et distributeurs mexicains pour qu'ils répondent à ces graves accusations, mais aucun n'a accepté nos demandes répétées d'interview. En Suisse, on est dans un tout autre registre. Ici, pour lutter contre l'obésité et le surpoids qui coûtent plus de 8 milliards de francs par an, pas de contraintes légales comme au Mexique. Le gouvernement fait confiance aux fabricants comme Migros, par exemple pour enlever quelques grammes de sucre dans ses yogourts et ses céréales. Alors on a une grande responsabilité face aux clients, lui proposer les meilleurs produits possibles. Vous savez que la santé est un des piliers stratégiques de Migros. On fait un travail supplémentaire dans l'élaboration des recettes. Les recettes sont revues en continu. On est très impliqué dans la réduction du sucre, notamment dans les boissons, mais aussi dans les yogourts, dans la réduction des graisses et du sel. Donc ce travail-là, il est fait. Pas obligatoire non plus, le Nutri-Score. Vous l'avez peut-être déjà vu sur quelques produits. C'est ce nouvel étiquetage qui classe les aliments selon leur valeur nutritionnelle sur une échelle de A à E et qui permet de comparer les produits. Les fabricants s'y sont opposés pendant des années. Coop ne l'a pas adopté pour tous ses produits, contrairement à Nestlé et à Migros. Alors tout le travail qu'on fait déjà montre qu'il n'y a pas forcément besoin en Suisse d'une législation contraignante puisque la branche et la clientèle travaillent déjà à l'amélioration des recettes. Sauf que personne ne vous surveille. Personne ne nous surveille. Pour ça, vous devez poser cette question à la Confédération. Nous allons y venir. Prenons l'exemple de la taxe sur les boissons sucrées. Elle a désormais été adoptée par plus de 50 États dans le monde, y compris par des pays européens comme la France ou le Royaume-Uni. C'est un outil qui marche. La démonstration avec une bouteille de Fanta achetée en Grande-Bretagne qui a adopté une taxe. Le sucre est remplacé en partie par des édulcorants et la bouteille ne contient plus que 4,6 grammes de sucre par décilitre. La même bouteille vendue en Suisse contient, elle, 10,3 grammes, soit plus du double de sucre. Oui, vous avez raison, 4,6 grammes, alors qu'ici, on est à 10,3 grammes. Aujourd'hui, le consommateur peine à savoir si ce qu'il consomme est sain. Le sucre s'appelle de 15 manières différentes. On n'arrive jamais à savoir quelle est sa réelle
teneur, il y a énormément d'outils marketing qui me permettent de le cacher, et ça, je trouve que c'est pas juste, et que l'État a une responsabilité et un rôle à jouer à ce niveau-là. Delphine Bachmann est l'une des députées à l'origine d'une initiative que le canton de Genève vient de déposer au Parlement fédéral. Une initiative qui demande une taxe pour limiter la teneur en sucre des boissons et des aliments transformés. Voilà, il faut savoir une chose, c'est que l'industrie, elle sait très bien que les produits sont malsains. Elle sait très bien qu'elle est en train de cacher du sucre dans beaucoup de produits. Mais elle a peur de perdre le consommateur puisqu'elle l'a habitué à ça. Donc ils sont dans une démarche où ils n'ont pas du tout envie d'être transparents. Et donc, il faut une action politique. Elle a d'ailleurs commencé à émerger dans un certain nombre de cantons. Donc moi, ce que j'espère, c'est que le cumul de toutes ces petites actions politiques pousse nos autorités à l'action, mais aussi permettent au fur et à mesure de sensibiliser le consommateur, de sensibiliser la population à ces thématiques pour arriver à un changement. Ces dernières années, on ne compte plus les interpellations, motions, postulats pour demander une intervention de l'État, mais sans succès. Par exemple, la restriction du marketing ciblant les enfants refusée en 2013. En 2018, le Parlement balaie l'initiative du canton de Neuchâtel demandant une taxe sur les sucres ajoutés. Pourquoi ces échecs? L'explication de Sophie Michaud-Gigon, secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs et députée verte au Conseil national. Par idéologie, une majorité de ce Parlement ne veut pas de régulation pour l'économie. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est quand même la présence aussi de lobbies qui sont liés à la production et à la transformation du sucre, à l'agro-industrie. Il y a une certaine proximité avec les parlementaires. Les lobbies, c'est utile aussi parce qu'il y a de l'expertise, il y a de l'information. Mais quand c'est un intérêt sectoriel qui prend le pas, alors que là, l'impact en termes de santé publique, de finances publiques est énorme, là, c'est plus OK. Nous lui présentons le Fanta suisse, 2 fois plus sucré que le britannique, et aussi un rapport récent de la Banque mondiale qui étudie l'impact des taxes sur le sucre. La taxation des boissons sucrées est recommandée internationalement comme un élément prioritaire de la prévention et le contrôle de l'obésité. Mais c'est des exemples extrêmement parlants, mais aussi le rapport de la Banque mondiale est édifiant. Il dit que c'est vraiment une catastrophe, le sucre caché, et il faut le diminuer simplement en termes de santé publique et de finances et de santé de la population. Mais ça ne va pas toucher la majorité du Parlement. Et pourtant, la Banque mondiale, excusez-moi, ce n'est pas la FRC, quoi. On peut... vous voyez. Cette majorité du Parlement, comment explique-t-elle son opposition? Nous l'avons demandé à 10 élus de droite et du centre, tous membres d'un lobby très actif, le groupement d'information sur les boissons rafraîchissantes, ou plutôt les boissons sucrées, car c'est Coca-Cola, Rivella, Red Bull et Ramsayer qui en font partie. Ce groupement affirme participer de manière active et transparente au débat politique et social. Et pourtant, sur 10 demandes d'interview, nous avons reçu 10 refus. Visiblement, le sujet dérange. Refus également d'Isabelle Moret, élue PLR et présidente de la FIAL, la Fédération des industries alimentaires suisses. Tous nous renvoient non pas à un représentant du peuple, mais à celui de l'industrie, Lorenz Hirt, directeur de la Fédération des industries alimentaires suisses. Je pense que la plupart de ces interventions parlementaires vont trop loin. Elles veulent en fait réglementer des domaines où l'économie est déjà sur la bonne voie, où elle a déjà fixé un bon cap à suivre, en accord avec la Confédération et aussi avec les consommateurs. Ce sont des processus qui prennent du temps et une réglementation ne serait pas utile dans ce cas. C'est pourquoi ces propositions sont régulièrement rejetées par le Parlement à juste titre. Selon les chiffres fournis par Lorenz Hirt, la teneur en sucre des boissons a baissé de 17% en 14 ans.
celle des céréales du petit déjeuner de 13% en 2 ans. Pour les yogourts, c'est 3,5%. Les fabricants promettent de nouvelles réductions à l'avenir. C'est une responsabilité commune de l'industrie, de la Confédération et des consommateurs eux-mêmes qui doivent aussi y mettre du leur. En fait, tout est question de quantité. Le consommateur a par exemple aujourd'hui le choix entre un yogourt à 12 grammes de sucre et un yogourt à 6 grammes. S'il veut faire un choix éclairé, comme vous dites, aujourd'hui, il peut le faire. Mais il n'agit pas en conséquence. C'est ça le problème. Faire un choix éclairé, ce n'est pas si simple dans notre quotidien de consommateur façonné par la publicité. Nous allons le voir dans cette école genevoise. Cette exposition apprend aux enfants les teneurs en graisse grâce à ces petites fioles et les teneurs en sucre des produits transformés. Ici, les aliments à bannir. De l'autre côté de la table, des aliments sains. Ce sont ces aliments qui sont autorisés à la récréation, pas des chips ou des sodas. Et ça marche. Les gamelles, ça ressemble à cela, à l'école des Ranches, à Vernier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as amené, du coup, pour ceux qui ne voient pas? Qu'est-ce que... Seul le canton de Genève et seul un tiers des écoles genevoises appliquent ce programme, 15 ans après sa création, par la diététicienne Sidonie Fabi. Le comportement alimentaire est quelque chose qui se construit dans la petite enfance et dans la jeune enfance. Donc avant 10 ans, on dit, c'est là où se forment la plupart des habitudes. L'industrie agroalimentaire a très très bien compris ça. Donc met en place un marketing extrêmement agressif vis-à-vis des jeunes enfants pour les habituer à cette alimentation ultra transformée, à tous ces petits goûters emballés. Alors, tu as une question, dis-moi. Oui, j'ai une question en fait. Pourquoi les entreprises, par exemple, genre marketing, qui font des trucs sucrés, ils vendent en plus grande quantité alors qu'ils savent que c'est mauvais pour la santé? Est-ce que quelqu'un a une idée, du coup? Oui. Moi, je pense que c'est parce que beaucoup de gens aiment les chocolats et tout ça, et ça va se vendre beaucoup plus vite que si, par exemple, on vendait des fruits et des légumes. Donc, vu que ça se vend bien, en fait, on va en vendre plus. Donc, c'est une question de quoi, finalement? D'argent. Vous vous rendez compte que votre programme, c'est le cauchemar des industries alimentaires? Oui, oui. Mais bon, moi, je travaille pour la santé des jeunes générations, pas pour l'industrie. Donc, ça ne me pose pas de soucis. Mais le combat est loin d'être gagné. Tout à l'heure pour faire les Oreos. Ouais. Si vous êtes dans un magasin, vous avez envie d'acheter quoi de ce qu'il y a sur la table? On y va, dans l'ordre. Kinder Bueno, bonbons, M&M's et des pommes. Vas-y. Moi, j'aurais des chips, des gaufres, des bonbons et des M&M's. C'est tout. Pourquoi? Parce que ça m'a l'air bon. Moi, ça donne envie. Et toi? Moi, tout ce qui est de ce côté de la table. Ouais. Alors, on continue? Moi, j'aurais envie du Kinder Bueno, des Oreos, des M&M's, du Capri Sun et de l'Ice Tea. Craquer pour du sucré, du salé, du gras, nous l'avons tous fait. Mais pour certains, comme Rebecca, cela peut devenir un problème de santé. Cette jeune vaudoise souffre depuis 20 ans d'un trouble alimentaire compulsif. Pendant longtemps, elle avait régulièrement ce qu'on appelle des crises de boulimie. Elle mangeait une énorme quantité d'aliments pendant une courte période de temps. Ça s'est un peu installé comme ça, puis c'est devenu un peu le refuge en fait, quand voilà, il y a des émotions qui me submergent et parfois à l'intérieur c'est un peu la catastrophe et pour moi c'est devenu le moyen de gérer tout ça. Rebecca a fait ses courses pour nous expliquer ces crises boulimiques déclenchées par ses émotions. Un témoignage courageux. C'est des produits que vous allez manger en une fois, si j'ai bien compris? Alors, peut-être pas la totalité, mais une grande partie, oui.
C'est-à-dire que vous allez, dites-moi un petit peu comment ça se passe, vous commencez par quoi voilà. Là, je commencerai par les raviolis. Donc ça, c'est les raviolis à la viande, ouais. Avec la crème. Vous rajoutez l'entier. L'entier. Oui. Et le gruyère. Entier. Non, entier aussi. La totale. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Oui. Et puis après, vous arrêtez un moment ou vous continuez? Ça dépend de mon estomac, s'il peut encore accueillir quelque chose. Bon, déjà, les petits, ceux-là, ils ont déjà été mangés en trajet. D'accord. En entier. En entier. Oui, oui. Ouais. Ensuite, je pense que ce serait plutôt peut-être une ou deux madeleines. Voilà. Après, un paquet de biscuits, l'un ou l'autre, c'est égal, en entier. En entier. Ouais. Hein. Et là, vous sentez comment? Ah pas bien. Enfin, les premières bouchées sont toujours bien. Enfin, il y a le goût, le plaisir quand même de manger ces aliments. Au bout d'un moment, il y a plus de plaisir. Dans ces moments-là, c'est pas possible de vous arrêter? Non, c'est vraiment physiquement que je vais m'arrêter. Quand l'estomac il peut plus, puis que je sais presque plus comment me mettre pour pas avoir de douleur. Est-ce qu'il y a une certaine honte? Oh, beaucoup. Ouais, très grande honte. C'est pour ça que je le ferai en cachette. Pour moi, c'est une honte parce que c'est vrai, personne me demande de manger ça et puis c'est des quantités beaucoup trop grandes. Pourquoi vous nous le racontez aujourd'hui? Pour moi, je pense que ça fait partie de mon chemin de le dire à haute voix. C'est aussi l'assumer. Assumer, dire oui, j'ai un problème, mais j'essaye de m'en sortir et de trouver d'autres solutions. Et aussi de dire aux gens, c'est pas si simple, c'est pas qu'une question de volonté. Et oui, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'abri des regards. Rebecca est allée chercher de l'aide, elle aussi, auprès de la consultation de l'obésité du CHUV à Lausanne. Avec une psychiatre, elle travaille sur sa relation avec l'alimentation pour mettre un terme définitif à ses crises de boulimie. Comment ça va depuis la semaine passée? Oui, ça va. L'ingestion est tellement rapide et le type d'aliment aussi est choisi. Fréquemment, c'est des aliments qui génèrent un peu une espèce d'excitation, une envie. C'est des fois des aliments sucrés, gras. Et puis, dans ces moments-là, la personne se sent en effet hors de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'arrêter. La perte de contrôle face à la consommation de certaines substances a fait l'objet de nombreuses expériences. Sera, par exemple, apprend vite qu'en appuyant sur une pédale, il est récompensé par une dose de sucre et sa consommation devient frénétique. Une expérience semblable a montré que des rats préféraient le sucre à la cocaïne. Le pouvoir du sucre est bien plus important que celui que nous avons toujours cru. C'est une réalité et cette expérience ne vient que de le conforter. Benjamin Boutrel est le responsable de l'unité de recherche en neurobiologie des troubles addictifs et alimentaires du CHUV. Sa spécialité, ce sont les mécanismes de l'addiction et de la perte de contrôle. Les adaptations que l'on peut mettre en évidence dans le cerveau d'une personne qui a perdu le contrôle sur sa consommation de nourriture riche en sucre, riche en gras, sont tout à fait comparables aux adaptations que l'on peut mesurer chez une personne dont le comportement est caractérisé par une consommation excessive et incontrôlée d'alcool, de cocaïne ou même de tabac. On peut assez légitimement proposer un parallèle entre l'industrie agroalimentaire et l'industrie du tabac dans la façon avec laquelle ils ont optimisé leurs produits, modifié la nature même du produit, l'ultra-transformation pour l'industrie agroalimentaire, l'ajout d'agents de texture, de goût, d'optimisation de l'efficacité de la nicotine pour le tabac, avec comme objectif final de pérenniser des consommateurs, voire peut-être d'accroître leur part de marché.
Aux États-Unis, Michael Moss a enquêté au sein même des laboratoires de l'industrie alimentaire pour comprendre comment leurs ingénieurs en technologie alimentaire développent ces produits. L'industrie déteste le mot addiction. Vous ne verrez pas leurs ingénieurs dans leur laboratoire parler entre eux en disant « Comment faire pour rendre ces nouveaux chips plus addictifs ?» Ils inventent d'autres termes pour décrire leurs efforts pour maximiser l'attrait de leurs produits. Ils parlent de créer une sorte d'irrésistibilité. Ou encore, c'est une de mes expressions préférées, de plusitude. Pour en quelque sorte nous amener à vouloir plus et encore plus de leurs produits. Ces fabricants ciblent-ils délibérément les consommateurs vulnérables? Les industriels ont une formule qu'ils appellent la règle des 80-20, qui est que 20% de leurs clients vont manger 80% de leurs produits. C'est un petit nombre de personnes qui mangent beaucoup. Ils ont un nom pour eux, les consommateurs excessifs. Ils les ciblent par le marketing, sachant que ces personnes, pour des raisons diverses, sont vulnérables à la surconsommation de leurs produits. S'ils se concentrent sur les 20% de leurs clients qui mangent 80% de leurs produits, ils vont maximiser leurs ventes. Que répond Nestlé, le numéro 1 mondial de l'alimentaire? Vise-t-il ces consommateurs excessifs? Pourquoi continuer à vendre des produits évalués comme malsains par Nestlé elle-même? Pendant plus d'1 heure d'interview, nous avons posé et reposé nos questions. La réponse est presque toujours la même. D'abord, chez Nestlé, ce qu'on aime, c'est d'aider les gens à bien manger. Donc, de mieux manger. Bien manger, c'est l'équilibre entre le plaisir et la santé. La philosophie de Nestlé, comme je dis, c'est d'aider les gens, d'aider les consommateurs à bien manger. Donc, allier le plaisir et l'équilibre et la santé. Et c'est pourquoi une compagnie comme Nestlé offre une gamme de produits à prix abordable, à prix nutritif ou des petits produits gourmands qui doivent être consommés en modération. Mais ça, c'est vous qui le dites ici. On sait dans les faits qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs ou de consommateurs de vos produits qui sont des consommateurs qu'on appelle heavy users, des consommateurs excessifs. Ceux-là, ils vont être presque accros à vos produits? Pour nous, en fait, c'est pour ça qu'on met en place plusieurs programmes d'éducation. Donc, que ce soit... Mais vous pensez qu'ils sont accros à certains produits? Accros, non, je crois pas. Je pense que non. En tout cas, pas aux produits Nestlé. Je crois pas qu'ils sont développés dans cette optique. Comme je dis, on développe des produits pour s'insérer dans une alimentation saine et équilibrée. Les fabricants ont chacun des stratégies différentes pour capturer une part de nos estomacs. Mais pour Michael Moss, les consommateurs plus vulnérables sont essentiels à leurs affaires. Si vous définissez l'addiction comme étant un comportement répétitif que certaines personnes ont du mal à arrêter, je pense que cela correspond parfaitement au business model de l'industrie des aliments transformés. Puisqu'elle passe chaque heure du jour et de la nuit à concevoir et à marketer ses produits d'une manière qui nous pousse non seulement à les aimer, mais à en vouloir toujours plus. Que font nos autorités alors pour protéger la santé des citoyens? Chez nous, rappelez-vous, le Conseil fédéral fait confiance aux industriels. En 2015, Alain Berset signe avec les 10 plus grands fabricants suisses la déclaration de Milan, où ceux-ci s'engagent volontairement à réduire la quantité de sucre dans les yogourts et les céréales du petit déjeuner. La Confédération monitore ces baisses, mais aucun mécanisme de sanction n'est prévu. Mais ce qu'on constate, c'est que la base volontaire n'a pas fonctionné. Si on prend la déclaration de Milan, où ils s'étaient réunis en 2015, je crois, M. Berset était là, etc., ils sont partis en disant « OK, on va faire un effort, on va réduire le sucre dans les produits ». Et puis le résultat, 3 ans plus tard, c'était 3% de sucre en moins dans les yogourts.
J'ai envie de vous dire, on n'a pas vraiment sauvé la santé des générations à venir avec ça. Je veux dire, le volontariat aujourd'hui, il ne suffit plus. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il ne suffit plus. Et en fait, on a déjà 20 ans de retard en termes de prévention. En d'autres mots, il faut une réglementation, à l'exemple de la taxe sur le sucre, adoptée par plus de 50 pays. Mais c'est un instrument qui manque à notre gendarme sanitaire, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas, d'après vous? L'introduction d'une taxe demande un changement de loi, demande une nouvelle loi. Et actuellement, on n'a pas cette possibilité. Le Parlement n'est pas prêt à introduire ou de discuter sur une nouvelle loi. En d'autres termes, on est quand même prisonnier du choix que font un certain nombre de parlementaires qui peuvent refléter les points de vue de l'industrie alimentaire, finalement, et des boissons. Alors ça, là, je ne réponds pas. Moi, quelque part, ça m'inspire le fait que les industries alimentaires et leurs lobbies sont trop puissants par rapport à ce que vous pouvez faire. Là, je ne réponds pas. Ça, je pense, ce sont des questions qu'il faut poser aux parlementaires. Eh bien, imaginez-vous qu'on en a contacté 11, et tous les 11 ont refusé l'interview. On retrouve donc Lorenz Hirt, le représentant de l'industrie qui s'exprime à la place des élus du peuple. Lorenz Hirt, qui était à Milan en 2015 avec les 10 plus grands fabricants alimentaires suisses. On peut faire confiance à l'industrie pour changer d'elle-même. Je pense qu'en Suisse, on peut le faire. On serait un modèle incroyable alors. Non, je pense que nous avons aujourd'hui une culture de la discussion, aussi avec les organisations de protection des consommateurs, et nous travaillons vraiment à des solutions sur différents sujets. En fin de compte, il s'agit de fabriquer les produits que le consommateur attend et qu'il honore par un prix en magasin. Faire confiance à l'industrie, c'est aussi ce que le gouvernement suisse a recommandé au Mexique, aussi étrange que cela puisse paraître. L'épisode que nous allons vous raconter s'est passé au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui s'occupe des règles du commerce international. Lors d'une réunion en mai 2020, la Suisse s'est opposée à la loi mexicaine qui oblige les fabricants alimentaires à déclarer les excès de sucre, de sel, de graisse. Souvenez-vous de ces étiquettes noires sur le devant des produits. Pourquoi donc la Suisse s'est-elle mêlée de cela ? Obtenue grâce à la loi sur la transparence, des dizaines de mails internes à l'administration fédérale révèlent que c'est principalement sur demande de Nestlé. Ainsi, ce mail envoyé par le département des Affaires étrangères au secrétariat d'État à l'économie, le SECO. J'ai pu parler ce jour avec qui m'a confirmé la gravité du problème et l'urgence d'une intervention, raison pour lesquelles Nestlé s'est adressé au SECO directement pour demander l'appui de la Suisse officielle. Le SECO, le secrétariat d'État à l'économie, a refusé notre demande d'interview. Mais pas Nestlé. Donc, nous, on était d'accord avec l'objectif de la loi, qui était de diminuer les taux d'obésité et d'aider le consommateur à mieux manger. Là où on n'était pas d'accord, c'était l'exécution, la mise en œuvre de cette loi, parce qu'elle n'aide pas le consommateur à faire des meilleurs choix. L'étiquetage qui était proposé ou qui est proposé au Mexique ne met qu'un système d'alarme, qu'une étiquette d'alarme, et donc n'encourage pas nécessairement le consommateur à faire un meilleur choix. Vous ne pensez pas qu'il faut une alarme quand 76% de la population est en surpoids ou est obèse? C'est le moment de mettre des alarmes. Je pense qu'il faut absolument... vous avez raison. On doit mettre en place des programmes pour réduire l'obésité dans la population, absolument, pour aider le consommateur à faire des meilleurs choix. La multinationale voudrait donc créer des programmes. Ce qui est sûr, c'est qu'elle souhaite bloquer des réglementations. Dans les mails que nous avons obtenus, il y a aussi le mémo que Nestlé a rédigé pour le gouvernement suisse qui détaille les raisons de son opposition. La proposition est trop radicale et restrictive et manque de base scientifique.
Les messages d'avertissement sont susceptibles de susciter des craintes inutiles chez les consommateurs. Nous avons soumis le mémo de Nestlé au ministre adjoint de la Santé mexicain. Ma réaction, c'est de rire, mais c'est un rire tragique. Je ris à cause de la grossièreté de cette position très persistante de l'industrie alimentaire. Dans ce cas, une multinationale mondiale très influente. C'est un discours que les entreprises ont construit depuis de nombreuses années. Nous ne sommes donc pas surpris qu'elles cherchent à tromper le public en lui faisant croire que l'étiquetage actuel ne lui rend pas service. Au final, le Mexique a tenu bon et Nestlé a dû se plier à la loi comme les autres fabricants. La multinationale a même amélioré la recette de nombre de ses produits pour éviter les étiquettes noires. Il est compréhensible que les entreprises cherchent à protéger leurs intérêts. Mais il doit être très clair que l'intérêt économique, l'intérêt privé, ne peut être placé au-dessus de l'intérêt public. C'est pourquoi nous parlons de séparer les intérêts économiques du pouvoir politique. Le pouvoir politique d'une nation souveraine comme le Mexique consiste à protéger, défendre et promouvoir l'intérêt public. Protéger l'intérêt public, c'est notamment protéger les plus jeunes. Cela fait 27 ans que la doctoresse Farpour-Lambert s'occupe d'adolescents et d'enfants obèses. Des patients que cette pédiatre accompagne tout au long de leur combat pour s'alimenter plus sainement. Auparavant, on avait peut-être des enfants qui avaient un léger excès de poids, quelques kilos de trop par rapport à leur âge et par rapport à leur taille. Et puis maintenant, on se retrouve avec des excès massifs de 20, 30 kilos, voire plus. Pour moi, ce qui me touche le plus, c'est le fait qu'on manipule les enfants. Les enfants sont victimes de ce système alimentaire. Ils n'y peuvent rien, en fait. Et puis souvent, on met la faute sur les parents en disant « Oui, mais les parents ne font pas le bon choix, ils achètent que des choses malsaines. » Mais il faut savoir quand même, pour les parents, c'est très difficile de faire le bon choix. S'il faut commencer à retourner toutes les étiquettes et aller dans le détail, on ne s'en sort pas. Donc, je pense qu'on va là à l'encontre des droits humains, des droits de l'enfant. Et on peut se poser la question, en effet, jusqu'où ira-t-on ? Jusqu'où est-ce qu'on sera prêt à sacrifier une génération, voire deux ? Depuis des années, je regarde plus vraiment les gens. Quand je suis dans la rue, quand je marche, j'ai tellement souffert avec les moqueries, les regards, les insultes, que je me suis enfermée dans ma petite bulle. Et des fois, je me considère même pas comme une personne. Je suis quelque chose de laid, c'est tout. Si vous n'aviez pas eu vos enfants ? Je serais déjà morte à l'heure qu'il est. Je me serais complètement laissée aller, puis je m'aimais pas assez pour avoir envie de m'en sortir. Là, je l'ai fait uniquement pour mes enfants, je les aime, et puis je veux qu'ils aient une maman normale. C'est un bateau, ça? Ah, un voilier. Ah oui, mais là, ce truc...